Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 5 janvier 2026 et notre cher ami Larry C. Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Je suis content que tu aies trouvé la chemise là-bas, mon frère. Larry, commençons par ce qui s'est passé au Venezuela. L'administration Trump a d'une manière ou d'une autre réussi à kidnapper le président vénézuélien, le président légitime du Venezuela, et à le ramener aux États-Unis. Quand j'ai vu pour la première fois les images de Maduro, tu sais, amené de cette façon, c'était incroyable, presque sinistre, de voir un tel comportement de la part de l'administration Trump. Tu te souviens, moi je me souviens de la photo que le gouvernement israélien avait publiée des derniers moments de la guerre de Yahya. Il pensait que ces images allaient d'une certaine manière ternir son image. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Les gens ont vu les choses sous un autre angle. Alors quand tu regardes tout ce qui s'est passé avec cette opération, quelle est ta compréhension de la situation? The story we're being told publicly. Eh bien, l'histoire qu'on nous raconte publiquement n'est pas celle qui s'est réellement passée. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Maduro est en détention. Il a été enlevé. Mais apparemment, un accord très élaboré a été négocié, dans lequel le Qatar a joué en quelque sorte le rôle d'intermédiaire. Et il semble que ce soit, disons, une reprise de la mission « Tuer Ben Laden » qui a eu lieu, il y a une quinzaine d'années. Parce que vous vous souvenez, lors de cette mission, les Navy SEALs, l'équipe SEAL 6, sont arrivés pour capturer Ben Laden et ils n'ont rencontré aucune opposition. Il n'y avait aucun système de défense aérienne qui leur tirait dessus. Et d'autres rapports contemporains du côté pakistanais à l'époque montraient que les Pakistanais avaient essentiellement coupé toute l'électricité. Les États-Unis avaient enfin confronté le Pakistan au sujet de l'hébergement de Ben Laden, et le Pakistan s'était en gros tenu à l'écart, laissant les Américains venir le capturer. C'est ce qui s'est passé ici. Aucun système de défense aérienne n'était en service contre ces hélicoptères. Ils transportaient des membres de la Delta Force, et ces hélicoptères étaient pilotés par un groupe appelé Task Force 160. Apparemment, Maduro était protégé par 32 gardes cubains ou plus, et ils ont été tués. Encore une fois, nous ne connaissons pas les circonstances. J'ai un peu de mal à croire que ces gars des Delta Force soient descendus en rappel de leurs hélicoptères ou qu'ils volaient dans des Little Bird d'où ils pouvaient simplement sauter et commencer à tirer immédiatement. C'est peut-être ce qui s'est passé. Mais la nouvelle présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a des liens avec le Qatar, et elle a aussi été ministre du pétrole. On dirait qu'il y avait une sorte d'accord en place, et peut-être même Maduro, si vous avez vu les photos, on dirait qu'il est encore en campagne. Il est assis là, levant les deux pouces et souriant dans certains cas. C'est vraiment, vraiment étrange. C'est donc une manœuvre des États-Unis pour prendre le contrôle du pétrole au Venezuela. Et cela soulève la question « pourquoi ?» Ce n'est pas seulement une question de situation économique américaine. Je pense que c'est le prélude à une attaque contre l'Iran. La raison en est que les stratèges anticipent que lorsque l'attaque contre l'Iran aura lieu, menée par Israël avec l'aide des États-Unis, les Iraniens fermeront le golfe Persique. Le pétrole cessera de s'écouler, notamment depuis l'Arabie saoudite, mais aussi depuis l'Iran, et ils disposeront ici d'une source alternative avec le Venezuela. Cela signifie faire venir les compagnies pétrolières américaines et commencer à extraire ce pétrole. Il ne faut donc pas considérer cela isolément. C'est une situation bien plus complexe. Larry, quelles sont les accusations portées contre Maduro aux États-Unis?
Well, they put out an extensive. Eh bien, ils ont publié un acte d'accusation très détaillé. And look, Et écoutez, l'un de mes amis, un officier des opérations de la CIA à la retraite, qui était en fait le chef de la division Amérique latine, a vraiment pris mal un article que j'ai écrit l'autre jour. D'après son point de vue, et selon la manière dont c'est perçu au sein de la communauté du renseignement américaine, Maduro est un type vraiment mauvais. Le problème que je vois avec cet acte d'accusation, c'est qu'une des affirmations est qu'il aurait facilité le trafic de drogue du cartel de Sinaloa qui se trouve au Mexique. Je trouve cela très étrange, car pourquoi le cartel de Sinaloa, au Mexique, irait-il jusqu'au Venezuela pour essayer d'importer de la cocaïne aux États-Unis? Mais il formulait des accusations concernant sa relation avec les FARC et le trafic de drogue. Les FARC sont un groupe révolutionnaire colombien qui combat le gouvernement de la Colombie depuis 1964. Donc cela fait seulement quoi? 61 ans, n'est-ce pas? Le problème avec cet acte d'accusation, c'est qu'il manque de précision. J'ai participé à la rédaction d'actes d'accusation ou de plaintes pénales, y compris dans des affaires de blanchiment d'argent, et l'une des choses qu'il faut inclure, ce sont des détails. Par exemple, le 15 décembre, Nicolás Maduro a rencontré le chef des FARC ou du cartel de Sinaloa à un certain endroit. Ils ont discuté de X, Y et Z et ont décidé de prendre certaines mesures qui ont conduit à des résultats précis. Il faut ce niveau de détail. Vous n'avez pas cela dans cet acte d'accusation. Vous avez ce que j'appelle la culpabilité par association. Maintenant, je ne dis pas que Maduro n'était pas impliqué dans ces activités, mais quand on lit l'acte d'accusation, c'est clairement un document politique. Ce n'est pas une véritable liste de crimes précis. Il sera donc intéressant de voir, lorsque le procès aura lieu, quel succès le gouvernement aura en essayant de défendre sa position. Mais de toute façon, c'est un peu comme si, vous savez, Maduro n'était plus pertinent. Il a été écarté, un peu comme Bachar el-Assad l'a été en Syrie. Encore une fois, il y avait beaucoup de tractations en coulisses, invisibles pour le public. On leur sert un récit. Et dans ce récit, les États-Unis agissent courageusement pour renverser ce dictateur. Ce que nous voyons pourtant au Venezuela, c'est que l'armée vénézuélienne reste intacte. Apparemment, il n'y a pas de troupes américaines sur le terrain. Il y a eu une sorte d'accord selon lequel, en gros, les États-Unis pourraient évincer Maduro, peut-être retrouver l'accès à l'industrie pétrolière. Et vous savez, ils essaieront de faire en sorte que cela fonctionne. La vie continuera. Donald Trump, pendant très longtemps, affirmait, lorsqu'il se présentait contre les démocrates, durant sa première administration, et même encore aujourd'hui, que le changement de régime est un échec, que cela ne fonctionne pas. Et en ce moment, il fait exactement la même chose. Il est en train de devenir, en quelque sorte, un instrument de changement de régime. Son gouvernement soutient d'une manière assez incroyable que la situation au Venezuela est différente de ce qui s'est passé en Libye, en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Le savent-ils vraiment? Parce que Marco Rubio le dit. Marco Rubio semble penser qu'il est un expert de l'Amérique latine et que personne d'autre n'y comprend rien. D'accord. Vous savez, le juge Napolitano, j'ai vu son interview plus tôt avec Alistair Crook, et il a monté ce montage de ce que Trump dit maintenant à propos, vous savez, de diriger le Venezuela, en gros d'un changement de régime, et de ce que Trump disait il y a 4 ans, quand il affirmait que le changement de régime était hors de question, n'est-ce pas? Et ce qui est un peu effrayant dans ce montage que le juge a préparé, c'est son producteur Chris qui l'a fait, c'est à quel point Trump a changé. L'autre jour, je ne sais pas si vous avez vu, on aurait dit qu'il articulait mal et qu'il parlait très lentement. Il n'est pas en forme.
Mentalement, son âge se voit de façon flagrante. Mais il a maintenant placé les États-Unis dans la position d'essayer de gérer un changement de régime. Écoutez, le problème, d'après ce que j'ai vu, bon sang depuis 40 ans, Good Lord, going back, 40 years. So when I was first exposed to donc, CIA lorsque j'ai été exposé pour la première fois aux opérations de la CIA en Amérique centrale, lorsqu'ils ont mis en place la Task Force d'Amérique centrale pour gérer l'effort visant à renverser les sandinistes, à vaincre les sandinistes, l'homme qu'ils ont nommé à sa tête s'appelait Allen Fires. Et Fierce, son parcours, c'était qu'il avait travaillé avec les Arabes au Moyen-Orient. C'était ses cibles auparavant. Ils ont fait venir beaucoup de monde. Et au sein de la CIA, il existe une sorte de hiérarchie. L'Amérique latine a toujours été considérée comme un peu périphérique parce que les meilleurs officiers du renseignement étaient généralement affectés à des régions comme le Moyen-Orient. Ils sont donc arrivés avec cette attitude de supériorité et ont vraiment regardé les Centra-Américains avec mépris, comme si, oui, vous savez, ils n'étaient pas très intelligents. They're not that smart people. I call it the little brown people approach. J'appelle cela l'approche des petits gens bruns. Vous savez, tapoter les petits gens bruns sur la tête. Une attitude très condescendante envers eux. Et pourtant, ce que j'ai observé en tant qu'analyste, c'est que tous ces gringos très intelligents se faisaient dépasser. Par exemple, dans le cas des Honduriens, les Honduriens nous tournaient en bourrique. Ce sont eux qui se sont révélés être les grands manipulateurs, pas les États-Unis. Et je pense que c'est ce qu'ils vont découvrir aussi au Venezuela. Ils ont le don d'éviter la confrontation directe ou de chercher un affrontement ouvert avec les États-Unis. Mais bon sang, essayez de contrôler ce qui se passe dans ce pays sur le plan économique, avec toute la contrebande qui circule entre la Colombie et le Venezuela, puis entre le Venezuela et le Brésil. À Washington, ils n'y comprennent rien. Je ne sais pas quelle part de la richesse du Venezuela ils peuvent réellement mettre sur le marché, car les infrastructures ne sont tout simplement pas assez préparées pour cela. Et c'est une stratégie à long terme, si c'est vraiment la stratégie. Quelle a été, selon vous, la réaction du gouvernement vénézuélien, de la vice-présidente de Maduro et du peuple au Venezuela? Eh bien, d'après les déclarations publiques, ils ne cèdent pas sur ce point et rejettent toute ingérence des États-Unis. La nouvelle présidente, par intérim, Delcy Rodriguez. Vous savez, elle a un parcours intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu l'entretien que Max Blumenthal a réalisé avec elle il y a quelques années, mais son père a été victime de torture de la CIA et est mort en prison. La CIA est impliquée depuis longtemps au Venezuela, et cela remonte à plusieurs décennies. Cela les a toujours contrariés, que lorsque Hugo Chavez a pris le pouvoir et a gagné, il a été élu démocratiquement. Nous avons ensuite mené une campagne pour le discréditer. Maintenant, il a aussi fait certaines choses qui l'ont discrédité lui-même. Mais le véritable tournant n'est survenu que lorsqu'il a nationalisé l'industrie pétrolière. PDVSA. Vous savez, cela a retiré de l'argent des poches d'Exxon. Et nous savons, d'après l'histoire, que les compagnies pétrolières exercent une grande influence sur la CIA, travaillant en partenariat avec elle pour renverser des gouvernements. Je crois qu'il s'est passé quelque chose en Iran il y a environ 70 ans avec un certain Mossadegh, qui a eu l'audace d'essayer de reprendre le contrôle de ces compagnies pétrolières. Et il faut examiner l'aspect économique de la question. Autrefois, quand Exxon exploitait les champs pétrolifères vénézuéliens, elle en extrayait la richesse. Mais cette richesse n'était pas réinvestie dans le pays pour augmenter le revenu global et le niveau de vie. C'est ce que Hugo Chavez et Maduro étaient censés corriger. That's what Hugo Chavez and Maduro were supposed to fix.
Cela dépend du récit que l'on choisit de suivre. Le récit occidental affirme essentiellement que le socialisme mené par Chavez puis par Maduro a dépouillé et affaibli l'économie. Mais d'autres éléments indiquent qu'au moins au cours des 3 dernières années, avec un rôle important joué par Delcy Rodriguez, il y a en réalité eu une reprise de l'économie vénézuélienne. Le Venezuela a également été victime des sanctions occidentales. Ainsi, le Venezuela est une autre pièce sur l'échiquier de ce jeu mondial. En prendre le contrôle, ainsi que celui de ses ressources naturelles, est considéré, du point de vue des États-Unis, comme une manœuvre nécessaire pour tenter de préserver le système financier dominé par les États-Unis, qui a contrôlé le monde pendant si longtemps et qui risque désormais d'être renversé à mesure que les BRICS prennent de l'importance. Is now in jeopardy of being overturned as BRICS becomes more important. Look at this picture here. Larry, regarde cette image ici. Laisse-moi juste la faire apparaître. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais la photo que j'essaie de te montrer illustre la diminution de l'importance du pétrole vénézuélien entre 1967 et 2000, car le gouvernement Chavez-Maduro est arrivé au pouvoir en 2000. Avant cela, on peut voir, et dans la période qui a suivi leur arrivée au pouvoir, une réduction drastique de l'ensemble du marché pétrolier du Venezuela. Alors, quand on impose beaucoup de sanctions à un pays comme le Venezuela, comment peut-on imaginer que ce pays puisse se développer? Je me souviens avoir parlé avec Alex Cranor. À cette époque, il était au Venezuela et il a connu le gouvernement d'avant l'ère Maduro-Chavez. Il disait que la situation n'était pas beaucoup meilleure qu'aujourd'hui. Et ces gouvernements précédents étaient très amicaux avec les États-Unis. Ils étaient des alliés du gouvernement américain. Mais la qualité de vie n'était pas bonne non plus à cette époque. Oui, eh bien je veux dire, souvenez-vous du prédécesseur, Carlos Andrés Pérez, qui était président avant Chavez. Vous savez, c'était un agent contrôlé par la CIA. Donc je veux dire, le gouvernement des États-Unis exerçait un contrôle important au Venezuela. Et vous savez, cela nous ramène à la question du rôle des gouvernements. Les gouvernements vont-ils agir de manière à améliorer la vie des gens? Les revenus des citoyens augmentent-ils? Ont-ils accès aux soins de santé? Sont-ils plus en sécurité chez eux? Et c'est une chose, sans vouloir m'éloigner du sujet, mais quand on regarde ce qui s'est passé en Russie au cours des 27 dernières années, il suffit de remonter à 1989, lorsque Poutine est arrivé au pouvoir. Le niveau de vie moyen, la richesse, la sécurité, le bien-être du Russe moyen ont augmenté de façon spectaculaire, absolument spectaculaire. Et cela, parce que Poutine n'a pas fait de l'ingérence dans des guerres étrangères une politique. Alors qu'aux États-Unis, nous avons constaté un déclin, une détérioration de ce qu'on pourrait appeler l'environnement de la classe moyenne. Et c'est la même chose. Il existe une inégalité de revenus énorme au Venezuela. Et la croissance de cette inégalité crée réellement de fortes pressions politiques qui déstabilisent les sociétés. As-tu, je ne sais pas si tu as entendu ou regardé les dernières nouvelles. Donald Trump parlait à la presse à bord d'Air Force One, je crois, et on lui a demandé ce qu'il pensait de la situation au Venezuela et si c'était différent de ce qui se passe au Moyen-Orient. Il disait que l'Iran devait se préparer à une attaque, qu'il suivait de près ce qui s'y passait. Et si, comme d'habitude, ils tuent leur propre peuple, il a dit « Je vais y aller et combattre l'Iran ». Est-ce qu'il va envoyer des armes? Est-ce qu'il va demander à Israël d'attaquer l'Iran? Ou est-ce qu'il va le faire lui-même? Non. Israël, je crois. Alors, revenons sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a une semaine, à Mar-a-Lago, Bibi Netanyahou rencontrait Donald Trump. La veille, le dimanche, il y a eu ceci, et tu peux en parler puisque tu es en Iran.
Mais les commerçants du marché central ont fermé. Ils ont baissé leurs rideaux. Une manifestation a commencé et elle visait l'inflation qui ravage l'Iran. Mais il faut se rappeler que ce n'est pas comme si cette inflation s'était soudainement aggravée il y a une semaine. Je veux dire, l'inflation est là depuis au moins 3 ou 4 mois, voire plus longtemps. Alors, ces manifestations éclatent et elles se répandent à travers le pays. Maintenant, certains veulent croire que tout cela est simplement organique. Et par organique, j'entends que des gens se sont réveillés un matin en se disant « Bon sang, j'en ai tellement marre de ce gouvernement. Je ne peux plus vivre comme ça. Je n'en peux plus. Allons-y, sortons dans la rue et crions « Mort au guide suprême ». Eh bien, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est qu'il existe des influences étrangères qui apportent de l'argent et qu'on peut acheter l'accès à certaines personnes en leur disant « Hey, si tu rassembles une centaine de personnes pour aller manifester, pour descendre dans la rue et protester contre le gouvernement, voici quelques dollars américains pour toi. » Je veux dire, 100 dollars américains te permettent d'acheter beaucoup de monnaie iranienne en ce moment. Donc ces manifestations avaient lieu au même moment où Bibi Netanyahou rencontrait Trump, cherchant à obtenir de lui la permission d'attaquer à nouveau l'Iran et à construire l'argument selon lequel, oh, il fallait se débarrasser des missiles balistiques iraniens. Tout au long de la semaine, alors que ces manifestations se poursuivaient, des articles ont commencé à apparaître dans les médias occidentaux disant « Oh mon Dieu, l'Iran, regardez toute cette forte opposition à l'ayatollah ». Maintenant, comme toi et moi en avons déjà parlé, tu avais noté qu'il y a beaucoup de colère dirigée contre Raisi et son gouvernement. Et il y a, au sein de la société iranienne, des éléments qui estiment que Raisi a été trop conciliant envers l'Occident. Non pas trop dur, mais trop conciliant. Et puis tout à coup, dans l'ouest et l'est de l'Iran, au Baloutchistan, près de la frontière pakistanaise et du côté occidental, certains groupes apparaissent, armés. Ils commencent à tirer sur la police et les forces de sécurité iraniennes, et ces dernières ripostent. C'est donc dans ce contexte que, vous savez, Trump a déclaré « Ah oui, si vous tuez ces manifestants, nous viendrons vous chercher. » Ah oui? Et que vas-tu faire, Trump? Tout cela est orchestré, à mon avis. This is all orchestrated, in my view. And it's orchestrated not so much to create conditions. Et ce n'est pas tant orchestré pour créer en Iran des conditions qui feraient s'effondrer le gouvernement, mais plutôt pour construire un récit en Occident où les gens diraient « Oui, nous devons intervenir pour soutenir le peuple iranien et pousser à un nouveau changement de régime. » C'est ce qui se passe, à mon avis. Et tu sais, tu es sur place. Tu peux me dire si tu vois les choses autrement. L'un des groupes clés impliqués est l'Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, l'OMPI, également connu sous le nom de MEK, les Moudjahidines et Khalq. Le MEK, en particulier, avait été désigné comme groupe terroriste par les États-Unis, car il avait mené par le passé des attaques en Iran contre du personnel militaire américain. Il en avait tué 2 ou 3. Ainsi, l'OMP était considéré comme une organisation terroriste jusqu'à ce que les États-Unis envahissent l'Irak en 2003, rassemblent ses membres, puis découvrent qu'ils pouvaient utiliser l'OMP pour attaquer l'Iran. L'OMP est alors devenu un atout de la CIA. Le Mossad y a également eu accès. Et les agents de l'OMP, en Iran, qui ont des membres de leur famille et des amis dans leur réseau, ont participé aux assassinats d'au moins 6 scientifiques nucléaires iraniens en 2011 et 2012. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. L'OMPI cherche à préparer le terrain en Iran dans le cadre de cette préparation israélienne à une attaque. Et cela nous ramène au Venezuela. Cette même semaine, donc le lundi, il y a une semaine, Trump rencontrait Bibi Netanyahou. Les manifestations se sont étendues. Et ensuite, il y a eu cette tentative de renverser Maduro.
De quoi s'agissait-il? Pourquoi? What was why? Well, if you're planning to attack Eh bien, si vous prévoyez d'attaquer l'Iran et que vous craignez que les Iraniens ne ferment le golfe Persique, ils ont déjà menacé de le faire, mais ne l'ont pas fait. Si cette fois ils le font, cela coupera l'approvisionnement en pétrole. Si vous pouvez disposer d'une source alternative au Venezuela, puisque ce pays possède une très grande quantité, en fait, la plus grande au monde en termes de réserves exploitables, je pense que c'est l'un des éléments qui entre en jeu. C'est pourquoi nous ne devrions pas considérer ce qui se passe au Venezuela comme séparé ou indépendant de ce qui se passe en Iran. Et en même temps, comme nous en avons parlé la semaine dernière, il y a eu cette tentative de diffuser la propagande selon laquelle le Venezuela serait devenu un refuge pour le Hezbollah et le Hamas. Donc vous voyez, tout cela est orchestré. It's all stage managed. How far do they want to go in Latin America? Jusqu'où veulent-ils aller en Amérique latine, Larry? Parce que Marco Rubio parle en ce moment de Cuba et la Colombie est en arrière-plan. Jusqu'où va cette soi-disant doctrine Monroe? Ou que prône-t-elle exactement? Je ne sais pas s'ils veulent aller jusqu'au Brésil. Ils semblent vouloir s'y rendre aussi. Mais quelle est leur compréhension des choses? Well, Eh bien, commençons par clarifier ce qu'est la doctrine Monroe. La doctrine Monroe n'est pas ce qu'on interprète ou décrit souvent comme étant. En d'autres termes, elle ne donne pas aux États-Unis le droit de contrôler cet hémisphère, ni de décider avec qui la Colombie, le Brésil ou le Pérou peuvent s'associer. Et si un groupe étranger ne nous plaît pas, alors, par Dieu, il n'a pas le droit d'entrer. Ce n'est pas du tout cela que représentait la doctrine Monroe. Le président James Monroe, dans un discours au Congrès en 1823, appelé le 7e discours annuel, a parlé de la manière dont toutes ces puissances coloniales européennes, principalement le Portugal et l'Espagne, avaient pris possession de territoires dans toute la région. Ils avaient conquis des territoires dans tout l'hémisphère occidental. Les Britanniques aussi. Ils possédaient des territoires dans les Caraïbes. Et les Français à Sainte-Croix. Son argument était donc le suivant. Nous n'allons pas intervenir si l'un de ces pays européens détient un territoire ici, dans cet hémisphère. Nous n'allons pas interférer avec eux, à moins que les habitants de ce territoire ne déclarent leur indépendance et ne souhaitent se libérer. Alors, nous interviendrons. Tout cela visait à restreindre et à limiter l'influence des puissances coloniales européennes dans l'hémisphère occidental. Et c'était précisément, comme Monroe l'a expliqué, une question de non-ingérence. Les États-Unis n'allaient pas intervenir. Par exemple, le Mexique était une colonie de l'Espagne, et les États-Unis n'ont pas intervenu militairement au Mexique pour en chasser les Espagnols. Les Mexicains l'ont fait eux-mêmes en 1810. Mais 36 ans plus tard, les États-Unis, en violation de la doctrine Monroe, ont provoqué une guerre avec le Mexique, au cours de laquelle nous avons pris le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et une partie de la Californie aux Mexicains, car ces territoires appartenaient auparavant au Mexique. Ainsi, la manière dont la doctrine Monroe est aujourd'hui interprétée revient à faire des États-Unis l'arbitre final pour décider quels pays étrangers peuvent entretenir des relations avec les nations d'Amérique latine. Ils vont donc utiliser la relation du Brésil avec la Chine et la Russie à travers les BRICS pour cibler le Brésil. Mais cela se fera par des canaux de renseignement. Ce ne sera pas ouvertement militaire. Les États-Unis n'ont pas la capacité militaire, malgré les vantardises de Trump sur notre grandeur et notre puissance. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre, militairement, d'entrer en conflit avec les Mexicains, les Colombiens ou les Brésiliens. Et
Et comme on le voit, même dans le cas du Venezuela, il semble que nous n'ayons pas de troupes sur le terrain. Nous avons mené une frappe chirurgicale, tué quelques gardes du corps, puis nous nous sommes retirés. En réalité, il a été ridicule à propos de la Russie. Il a dit « Regardez ce que nous avons fait au Venezuela. La Russie se bat contre les Ukrainiens depuis 4 ans et ils n'ont rien fait. Regardez comme nous sommes puissants. Regardez la Russie. » C'est incroyable. Oui, et regardez les États-Unis. Les États-Unis ont déversé tout cet armement, soi-disant extraordinaire, qui devait changer le monde. Et cela a échoué. Vous savez ce que Trump a fait ici, je pense, a enfin réveillé les Russes et les Chinois face au fait que les États-Unis sont fous. Ils ont affaire à quelqu'un de cliniquement déséquilibré, qui ne pense pas de manière rationnelle et qui n'est certainement pas intéressé par la construction d'un monde meilleur, mais par la domination du monde pour servir nos propres intérêts. Je pense que cela va entraîner un changement fondamental de la part de la Russie dans son ton à l'égard de Trump. Ce n'est pas seulement cela. Il y a eu la tentative ratée d'assassiner Poutine. Encore une fois. 2 fois, il y a une semaine. On ne peut pas considérer ces événements comme des incidents séparés. Ce serait une erreur de le faire. Je pense que cela fait partie d'une stratégie intégrée, bien que myope, visant à mettre la Russie en garde, à mettre la Chine en garde, alors que les États-Unis essayent de conserver leur position dominante dans le monde de la finance internationale. Et vous savez, Maduro, dans ce cas, ce n'est qu'un agneau sacrificiel. Encore une fois, je ne dis pas que c'était un grand homme, un grand démocrate, ou qu'il a vraiment amélioré la vie de son peuple. Mais vous savez, nous aimons toujours inventer un méchant. On crée ce méchant, bon sang, il est pire qu'Hitler, et ensuite on justifie le fait de l'éliminer. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je veux dire, nous l'avons fait avec Manuel Noriega, avec Muammar Kadhafi, avec Saddam Hussein, avec Milosevic dans l'ex-Yougoslavie. Vous savez, c'est vraiment cette mentalité hollywoodienne des affaires étrangères. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Hollywood pour présenter une idée de film ou de série télé, l'une des toutes premières questions que les dirigeants des studios poseront sera « Alors, qui est le méchant? Qui est le méchant? » Il faut toujours un méchant. Alors tu vois, on crée sans cesse ces méchants et on s'assure que oui, le problème du Venezuela, c'était Maduro. Avant lui, Chavez. Tandis qu'avec la Russie, Poutine. Bon sang, si seulement on se débarrassait de Poutine, alors, par Dieu, tout irait mieux. Et là, tu te dis, tu plaisantes? Sérieusement? Tu crois que ce qui attend dans les coulisses, si Poutine disparaît, sera plus conciliant et plus faible que Poutine? C'est insensé. Oui, on dirait que l'Occident a un instinct de mort et agit d'une manière qui pourrait être potentiellement dévastatrice pour lui, en particulier pour les États-Unis. Je pense que ce qui caractérise l'administration Trump, c'est son énergie et la manière dont elle essaie, d'une façon ou d'une autre, de dominer le marché par ce type de manœuvre. Regardez ce qui s'est passé au Venezuela. En Iran, c'est le même état d'esprit. La Russie, des attaques contre des pétroliers, des attaques contre des infrastructures en Russie, ils veulent d'une certaine manière gérer la situation autour de l'énergie, du pétrole. Mais il y a même eu une attaque, Larry, contre l'oléoduc Chine-Myanmar. Maintenant, quand on rassemble toutes ces données, on voit que la politique suivie est celle des néoconservateurs, mais à travers le prisme de l'administration Trump. Oui, exactement. Et je ne pense pas que la Russie et la Chine, ni même la direction iranienne,
soit assez naïve pour ne pas comprendre ce qui se joue avec cette stratégie de la part de l'administration Trump. Parce qu'au fond, tout tourne autour de la même chose. On peut trouver, vous savez, des voies différentes, des types de stratégies différents, mais l'objectif principal reste le même. Eh bien, je pense que la Russie et la Chine ont toutes deux essayé d'éviter une confrontation avec les États-Unis. Mais les États-Unis ne cessent de créer des raisons pour qu'elle ait lieu. Dans ce pays, nous avons eu la chance d'être protégés par notre isolement géographique. Je veux dire, nous avons le Mexique au sud et le Canada au nord, mais aucun ne représente une menace militaire pour nous. Tout autre pays qui voudrait nous attaquer devrait projeter sa force à travers l'océan. Mais cela ne nous a pas empêchés de faire exactement le contraire. Utiliser notre puissance militaire partout dans le monde au détriment d'autres pays afin d'en tirer profit. Et nous nous en sommes sortis ainsi tout au long du XXe siècle. And we've gotten away with it throughout the 20th century. I mean, really, the last sort of. Je veux dire vraiment, la dernière sorte d'escarmouche le long de la frontière sud remonte à Pancho Villa en 1918 ou 1919. À part cela, les États-Unis n'ont jamais été menacés sur leur propre sol et nous n'avons jamais vraiment payé le moindre prix. Nous n'avons pas vu nos villes brûlées. Nous n'avons pas vu nos quartiers rasés, comme ce qui est arrivé au peuple de Gaza ou comme ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, la guerre que nous avons provoquée avec les Russes se déroule à travers l'Ukraine. Un de ces jours, je crains que la guerre ne finisse par atteindre les États-Unis. Et lorsque le peuple américain commencera à souffrir de cette manière, ce n'est qu'à ce moment-là que les États-Unis commenceront à changer leurs habitudes. Parce qu'à ce jour, c'est comme si l'on pouvait adopter le comportement le plus risqué possible. Et Smorth, et tant qu'on n'en subit pas les conséquences négatives, on continue. On a même une incitation à continuer. Et c'est ce que nous voyons en Occident, en particulier aux États-Unis. Vous savez, nous n'avons pas vraiment payé de prix réel en termes de sang pour nos guerres au Vietnam. Oui, vous savez, 58 000, nous construisons un mur, nous pleurons dessus, mais 58 000, ce n'est rien. Autant de personnes meurent chaque année dans des accidents de voiture. D'accord? Et ces 58 000 morts se sont étalés sur, vous savez, 20 ans. Donc, ce n'est pas une grande perte. De même, l'Afghanistan, l'Irak. Vous savez, je pense que le nombre total de soldats américains morts dans ces deux guerres était d'environ 4 500, peut-être 5 000. Sur 21 années en Afghanistan, ce n'est rien. Donc, vous savez, la guerre a été une activité rentable aux États-Unis. Elle a rendu certaines personnes très riches. Pourquoi arrêter cela? Donc, vous savez, c'est ainsi qu'ils voient tout cela. Ces guerres, déclencher une guerre avec le Venezuela, déclencher une guerre avec la Russie, ce n'est qu'un moyen de gagner plus d'argent. Les États-Unis vont-ils parvenir à leurs objectifs en écartant Maduro du pouvoir au Venezuela? Est-ce que cela a fonctionné quelque part? Je veux dire, vous savez, c'était un peu le raisonnement. Revenons en arrière. Disons, si on se débarrasse de Mossadegh, on aura le contrôle de l'Iran et tout ira pour le mieux. Comment cela s'est-il terminé? Vous avez eu l'ayatollah Khomeini. Donc vous savez, l'Irak s'est débarrassé de Saddam, nous nous sommes débarrassés de Saddam Hussein, et cela devait tout changer comme par magie. Vous savez, au Panama, ils se sont débarrassés de Manuel Noriega, mais Noriega a été remplacé par des gouvernements corrompus, impliqués dans le trafic de drogue et d'autres affaires. Donc, cette ingérence extérieure qui essaye de modifier le cours des politiques dans ces pays en particulier, je ne la vois pas. Il n'y a pas un seul exemple que l'on puisse citer où cela s'est bien terminé, où le succès comme au Vietnam a été le résultat d'une intervention américaine.
ou disons en réaction à une intervention américaine, que cela se soit bien passé. Ils sont devenus riches, certes, mais ce n'est pas la politique américaine qui les a rendus riches. C'est le fait d'avoir vaincu les États-Unis et ensuite d'avoir pu exercer une certaine autodétermination. C'est ainsi qu'ils sont devenus riches. Il y a eu des époques, comme toi et moi nous en souvenons, où l'Europe avait sa propre politique, sa propre position sur de nombreuses questions géopolitiques. Aujourd'hui, on n'entend plus rien venir d'Europe, rien de constructif. Même face à cette attaque contre le Venezuela, ils n'ont pas su condamner ce qui s'est passé. Et comment l'Europe envisage-t-elle son avenir avec un tel comportement? C'est ridicule. Elle devient inutile dans les affaires internationales. On ne voit plus rien émerger de sa politique étrangère. Eh bien, encore une fois, cela a été un déclin progressif. Ce qui l'a vraiment accéléré, c'est l'implication de l'Europe dans ces guerres, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Cela a en quelque sorte mis le dernier clou dans leur cercueil. Si l'on remonte au 19e siècle, l'une des choses auxquelles le président Monroe réagissait, c'était le fait que l'on avait l'Empire français, l'Empire britannique, l'Empire allemand, l'Empire néerlandais, ainsi que les empires espagnols et portugais, tous en déclin. Mais au 19e siècle, ils se disputaient encore entre eux le contrôle. Et vous savez, quand on y repense, c'était tout un continent ostensiblement chrétien. Leur identité s'était forgée dans les combats contre l'Empire ottoman. Et pourtant, ils se battaient entre eux pour la suprématie. Et vous savez, le grand conflit opposait généralement les Français et les Britanniques. Et puis, les Français et les Britanniques se sont alliés et ils sont entrés en guerre contre les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Mais de tout cela, à une époque où l'Europe était le leader de l'industrie, où la révolution industrielle avait véritablement pris son essor, construisant des usines et fabriquant à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer, militairement, elle était extrêmement puissante. Elle possédait les plus grandes armées. Sur le plan scientifique, les recherches issues des différentes universités disséminées à travers l'Europe faisaient d'elle une sorte de Silicon Valley de son époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Comme vous le soulignez, l'Europe est en déclin. Elle n'est plus leader dans aucun domaine. Elle conserve peut-être une ou deux zones encore importantes, mais en réalité, elle n'est plus un continent essentiel pour la richesse économique mondiale. Elle est simplement décès. C'est un centre financier, la City de Londres en particulier, gérant les flux de trésorerie. Mais même dans des domaines comme l'assurance, Lloyd's of London dominait autrefois le marché de l'assurance des navires étrangers. Eh bien, maintenant, ils perdent. Ils perdent des parts de marché et de nouvelles alternatives apparaissent. La Russie et la Chine en particulier, sont cet incroyable géant industriel que l'Occident ne peut tout simplement pas égaler. L'Occident essaie désespérément de contenir la Chine et échoue à chaque tentative. Donc, vous savez, l'Europe est désormais sans importance. Elle est encore capable de causer de grands dommages et tout, mais en termes de force positive et de rôle de leadership dans tout cela, c'est fini. C'est de l'histoire ancienne. Larry, je sais que tu connais bien l'affaire d'Oussama Ben Laden, d'abord en Afghanistan, puis au Pakistan. Voici ce que Donald Trump a dit lorsque des journalistes l'ont interrogé à ce sujet. Tu sais, tu as mentionné quelque chose d'intéressant. Lindsay a parlé de Ben Laden. Tu sais, j'ai écrit à propos de Ben Laden 1 an avant l'attentat contre le World Trade Center et j'ai dit il faut aller chercher Ben Laden. C'était dans mon livre. Très peu de gens veulent le dire, mais c'était dans mon livre. Tu le sais, je crois, tu en as même déjà parlé.
Mais s'ils m'avaient écouté, ils auraient éliminé Ben Laden et il n'y aurait pas eu la tragédie du World Trade Center. Tu le savais? J'ai prédit Ben Laden. J'apprends quelque chose chaque jour. Non, mais tu as entendu ça? Non, je viens juste de l'entendre maintenant. J'ai écrit un livre, il est sorti 1 an avant l'attentat, et il en parlait, il y a toute une page, toute une section consacrée à un type nommé Ben Laden. C'est le méchant qu'on devait éliminer. Alors je vais me procurer le livre. Même Lindsey Graham dit qu'il n'était pas au courant. Ce type, Larry, je ne sais pas s'il est vraiment aux commandes aux États-Unis. Ce serait tragique, car il est si facilement manipulable. Il se croit le pouvoir suprême à Washington, celui qui domine tout. Mais on voit autre chose émerger de l'administration. Il ne connaît presque rien à l'Ukraine. Il ne connaît presque rien au Moyen-Orient. Et peu importe la source tu serais. And he talks big on all of them. But don't you think that Ne penses-tu pas que cela pourrait entraîner... Enfin, tu sais, te souviens-toi du problème avec l'administration Biden? Sommes-nous en train de nous diriger vers le même genre de situation? Well, the presumption is that there is Eh bien, on part du principe qu'il existe une stratégie claire. Et je ne nie pas qu'il y ait un certain élément de planification, mais il s'agit davantage de destruction que de création. La vision n'est pas, il ne se demande pas, d'accord, comment parvenir à un monde où les économies de tous les pays sont solides, où le niveau de vie des populations du monde entier s'élève, où nous pouvons éliminer la pauvreté, où nous pouvons éradiquer la toxicomanie qui brise et détruit la vie des dépendants. Ce n'est pas un programme positif. C'est un programme du type « Comment prendre le contrôle, dominer et dicter ». Et en ce qui concerne la Russie, il ne s'agit pas de se demander « Que pouvons-nous, aux États-Unis, faire pour créer une relation forte et amicale avec la Russie ?» Comment pouvons-nous être amis avec la Russie? Non, la vraie question, c'est comment nous pouvons prendre le contrôle des ressources de la Russie et comment nous pouvons la placer sous notre domination. Et c'est la même chose avec la Chine. Vous savez, j'ai déjà fait cette comparaison. C'est comme les agents d'Hollywood. Ils cherchent toujours à savoir ce qu'ils peuvent tirer des autres. Au lieu de se dire, par exemple, si vous aviez un agent qui vous disait « Hey, tu es mon acteur. Que puis-je faire pour que ta carrière soit brillante, que tu obtiennes les meilleurs rôles, les meilleurs projets? Parce que si tu réussis, je réussirai aussi. » Au lieu de cela, c'est plutôt « Que puis-je faire pour te manipuler, te contrôler, afin d'en tirer profit et de te rouler, que tu réussisses ou non? » C'est cet état d'esprit-là. Les États-Unis ne tiennent pas vraiment à développer un monde prospère. Nous voulons être ceux qui commandent. Nous voulons être au sommet. Larry, tu as mentionné que le cas du Venezuela pourrait être lié à une nouvelle attaque contre l'Iran. Mais qu'en est-il de la Russie? Qu'en est-il de tout cela ensemble? Parce que la Russie, après tout, après 4 ans de conflit en Ukraine, reste le principal fournisseur de pétrole et d'énergie de l'Europe. Je ne sais pas à quelle vitesse le Venezuela pourrait remplacer la Russie, comment il pourrait acheminer son pétrole sur le marché, ni quelle influence le gouvernement américain actuel pourrait avoir dans ce type de stratégie. Sort of strategy. Yeah, that's the critical question. Oui, je veux dire, c'est la question essentielle. On nous dit que les infrastructures au Venezuela se sont effondrées. Elles n'ont pas été mises à jour ni modernisées. Donc je ne suis pas sûr de la rapidité avec laquelle ils peuvent se redresser et recommencer à produire à plein régime. La vraie question c'est, qui va contrôler ce pétrole? Où vont aller les recettes financières? Iront-elles au gouvernement ou à Exxon ou aux États-Unis? Et les transactions se feront-elles exclusivement en dollars, le pétrodollar?
Parce que par le passé, le Venezuela vendait à la Chine en utilisant la monnaie chinoise, le yuan. Venezuela was selling to China using Chinese currency, the yuan. So this is, again, this is part of this global Donc, picture. c'est encore une fois une partie de ce tableau mondial. L'émergence des BRICS représente une alternative au système financier dominé et contrôlé par les États-Unis. Et ce sont ces gens de Wall Street, désespérés de garder le contrôle, désespérés de rester aux commandes, et s'en prendre à la Russie fait partie de cette stratégie si l'on veut, la démanteler, la fragmenter, prendre le contrôle de ses ressources. Et encore une fois, c'est une approche tellement dangereuse et stupide. Le peuple russe, vraiment, et le gouvernement russe sont sincèrement intéressés à coopérer avec d'autres pays pour que tout le monde s'en sorte bien. So that everybody does well. But sorry about that. But Désolé pour the ça. West doesn't have that mentality. Mais l'Occident n'a pas cette mentalité. Et vous savez, je pense que nous nous dirigeons vers une confrontation. Vous savez, il y a eu la tentative d'assassiner Poutine la semaine dernière. Et il visait aussi un centre de commandement nucléaire. C'est la troisième fois que la CIA cible des éléments de la force nucléaire stratégique de la Russie au cours des 3 dernières années. Et je pense que les Russes ont enfin compris qu'on ne peut pas plaisanter avec ça, qu'on ne peut pas l'ignorer. Donc je crains que 2026 ne soit une année très terrible pour le monde. 2026, I fear, is going to be a very terrible year for the world. Yeah. Before wrapping up, Larry, how did you Oui. find the reaction Avant de of the conclure, Chinese Larry, government? comment as-tu trouvé la réaction du gouvernement chinois? Parce qu'il parle de l'Iran, du Hezbollah et de la Russie présents au Venezuela. Mais nous savons que le Venezuela est aussi important pour la Chine. Pourtant, comme le Venezuela est loin de la Russie, de l'Iran et de la Chine, comment as-tu perçu la réaction du peuple chinois? How did you find the reaction on the part of Chinese? Well, they're outraged, and they lost a lot Eh bien, of face. ils sont outrés et ils ont perdu beaucoup de face. Je veux dire, ils étaient littéralement en réunion. Je crois que c'était le vice-ministre chinois des Affaires étrangères qui rencontrait Maduro et ils signaient des accords, discutaient, environ 12 heures avant qu'il ne soit attaqué. Et on ne sait même pas clairement ce qu'il en est du représentant chinois. Est-il sorti du Venezuela ou était-il encore sur place pendant l'attaque? Donc vous voyez, je pense que Trump, vraiment, c'est l'un de ces cas où l'on se sent satisfait du succès militaire initial, même s'il a été mis en scène pour minimiser les risques pour les États-Unis. Vous savez, j'ai oublié de mentionner que normalement, lorsque les forces d'opération spéciales mènent ce genre de raids, elles ont l'avantage d'agir dans l'obscurité sans clair de lune, parce qu'elles disposent de lunettes de vision nocturne. Là, c'était une pleine lune. D'accord? This was a full moon. Okay? This was, extraordinarily C'était risky to donc, take this vous type of savez, operation extraordinairement risqué. Entreprendre ce genre d'opération sous une pleine lune. Parce que, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une région montagneuse ou une jungle la nuit quand il y a une pleine lune. Je me souviens, quand je vivais au Honduras en 1968, je travaillais sur un projet de développement. Il m'arrivait parfois de devoir sortir la nuit, marchant d'un village à l'autre, et les Honduriens du coin pensaient que j'étais fou. Ils avaient probablement raison. Mais j'ai découvert que lorsqu'il y a une pleine lune, on n'a pas besoin de lampe de poche. On peut en fait très bien voir, même dans la jungle. Remarquable. Donc mon seul point, encore une fois, c'est que cette opération n'a pas été planifiée de manière à protéger la vie de ses assaillants ou des membres de la Delta Force, parce qu'ils l'ont menée sous une pleine lune, au lieu d'attendre un cycle où ce n'était pas le cas. Je le souligne simplement en passant. Just pointing that out as an aside. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. All right. Très bien, mon ami. On se voit plus tard cette semaine. Exact. À bientôt. Au revoir. Bye.